Santé 2.0. Bien d'abord, bonjour à tout le monde, je m'appelle Jean-Michel Billot, je suis le mari de Madame Billot, ce qui n'est pas une sinécure tous les jours. Je vous en prie. Oui, parce qu'elle n'est pas encore 2.0, alors ça me pose un certain nombre de problèmes. Je suis, pour vous dire rapidement, je suis le président fondateur de l'atelier, de ce qui est devenu maintenant l'atelier de la compagnie bancaire. Je suis très ému d'être dans cette salle, dans laquelle je suis venu pour la première fois en novembre 2001, où on m'avait demandé de faire un topo sur les réseaux de télécommunications à très haut débit à base de fibre optique et ce qu'on pouvait faire avec ça. Dans la salle, à l'époque, il y avait mon ami Jean-Pierre Jambe, qui doit se balader dans le coin là-bas, le barbu béarnais. André Labarrère a plongé, et Pau a été la première ville en France, probablement même en Europe, à avoir un réseau optique dont elle était propriétaire. Labarrère a mis ça tout sur pied avec Jean-Pierre qui était l'artisan de ce réseau. Le problème, c'est qu'à partir de ce réseau, on aurait pu monter un développement économique mondial, je n'hésite pas à le dire. On avait même vu Bill Gates, etc. Et le problème, c'est qu'André Labarrère est décédé et que les suivants sont revenus dans le 1.0. Alors, quand Ludovic m'a dit « Est-ce que tu veux venir ici à Pau ?» Je lui ai dit « Naturellement, je vais venir à Pau. » Et je lui ai demandé « Mais de quoi veux-tu que je parle ?» Il m'a dit « De ce que tu veux. » Alors, je vais vous parler de quelque chose qui va vous concerner, qui est votre santé. Comme vous le voyez, moi, j'étais amputé d'une jambe suite à une rupture d'anévrisme poplité. C'est pas grave, un anévrisme poplité. Enfin, c'est pas grave, ça fait très, très, très mal. Quand c'est pris à temps, en fait, en moins de 2 heures, il faut arriver sur une table d'opération, sinon, on vous fait un pontage. Et puis, moi, ça a pris 7 heures en Île-de-France. Donc, il y a eu une bévue du système de santé français. Et je vais vous parler, donc je m'intéresse énormément à la santé, je vais vous parler de santé 2.0. Je ne vais pas vous parler de médecine, mais de santé 2.0. Alors on a un peu parlé de 2.0 ce matin, je crois que c'est le Ronald qui a évoqué le 2.0. Je ne sais pas si vous avez une bonne idée de ce qu'est le 2.0, mais le 2.0, c'est en fait la reconstruction de tout le système économique. Nous avons, depuis mon amputation, quand je suis rentré de l'hôpital il y a 4 ans, j'ai interviewé plus de 2500 start-upers français. Il y en a à côté, là, dans la salle. Ces gens-là, consciemment ou non, on estime en France qu'il y a entre 50 000 et 100 000 start-up, donc de jeunes ou de moins jeunes, qui mettent sur pied des plateformes de services divers et variés, des plateformes 2.0. Nous avons de très très belles start-up en France. L'élite française ne le sait pas. Vous ne le voyez pas sur vos écrans de télévision, dans les médias traditionnels, mais certaines start-up sont déjà mondiales. Donc ce n'est pas des Google, naturellement, mais enfin, elles sont déjà mondiales. Et donc, que font ces jeunes, consciemment ou non? Eh bien, ils refont le système économique entre l'offre et la demande de n'importe quoi. Leur stratégie est assez simple. Les intermédiaires traditionnels qui utilisent des médias traditionnels, presse, papier, tout ce que vous voulez, sautent. Ils apportent aux gens beaucoup plus de services et nettement moins cher. Le 2.0, c'est ça. Tout le monde va y passer, vous, très probablement. Naturellement, vous pouvez vous en sortir, mais encore faut-il avoir la conscience de tout ça, de savoir ce qui se passe dans le monde. Et la santé aussi, les professionnels de santé vont avoir un certain nombre de problèmes, ce que je vais vous expliquer. Donc nous sommes d'une espèce qu'on appelle Homo sapiens. Bon, moi j'aime pas beaucoup sapiens parce que ça fait, on n'est pas forcément sapiens. Et en fait, nous sommes une mécanique électrochimique qui est basée sur un operating system qui s'appelle l'ADN, votre génome que vous avez tous dans vos cellules. Chacune de vos cellules, vous avez probablement 100 millions de milliards de cellules. Dans le noyau, vous avez 23 paires de gènes, de gènes, pardon, excusez-moi. Et sur ces gènes, on les représente en fait par des lettres, ATCG, et vous en avez 3,2 milliards de lettres, qui fait que vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous avez les yeux bleus, vous avez le poil noir ou des choses de ce genre. Vous avez des problèmes de cerveau ou de maladies génétiques. Donc, ces systèmes se dérèglent assez facilement. Et naturellement, il faut le réparer. Alors, je vais vous parler en 4 points. Les caractéristiques du système traditionnel, les technologies 2.0, vous allez voir, on en a un peu parlé avec Antoine, qui n'était pas Antoine, mais vous allez voir, ça va beaucoup plus loin que ça.
On va passer probablement d'une médecine réparatrice à une médecine préventive. Naturellement, qui dit médecine réparatrice dit il y a un certain nombre de gens qui réparent la santé aujourd'hui dans les hôpitaux risquent d'avoir des problèmes. Et on va vers un être humain augmenté, très probablement. Alors la santé en France, quand vous vous intéressez à ce qui se passe dans le 2.0, dans un secteur d'activité, il faut toujours d'abord regarder ce qui se passe dans le monde traditionnel, voir un peu quels seront ensuite les agents, les technologies, les gens qui sont en train de faire des systèmes avec ça. Et donc dans la santé, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui en France, vous avez entre 800 000 et 1 million de professionnels de santé, tout azimut. Ces gens-là sont organisés en silos, un peu comme vous. Là. Hier soir, j'ai écouté, hier après-midi, ce que vous voulez. Vous avez des silos. Dans la santé, vous avez les médecins, vous avez les pharmaciens. Alors les médecins et les pharmaciens ne s'aiment pas. Les médecins trouvent que les pharmaciens sont de vils commerçants et les pharmaciens trouvent que les médecins sont des gens qui savent tout, alors qu'ils ne savent pas grand-chose. Vous avez les spécialistes, vous avez les ambulanciers, le SAMU, enfin vous avez tout un monde là-dedans qui essaye de vivre pour vous réparer votre santé. Le problème, quand vous êtes en silo et avec des technologies traditionnelles, c'est que vous avez des interfaces entre ces silos et ces interfaces ne marchent pas toujours très bien. L'information circule mal. C'est ce qui m'est arrivé. Le SAMU, quand ça m'est arrivé, le SAMU, mon fils était là, appelé le SAMU m'a fait envoyer dans un hôpital à 40 km qui avait un bloc opératoire vasculaire, mais le SAMU ne savait pas que le ministère de la Santé, pour faire court, avait supprimé le bloc opératoire vasculaire public de l'hôpital, et le SAMU ne savait pas. Donc j'ai tourné. Naturellement, au bout de 7 heures, la jambe était nécrosée, donc on me l'a coupé. Le chiffre d'affaires est de l'ordre en France ça fait entre 10 et 15% du PIB pour faire large. Et le secteur de la santé a 65 millions de clients potentiels, dont vous. Vous avez des réglementations extrêmement fortes et nous avons en France, à la différence d'autres pays, très peu de start-up e-santé. Donc ces acteurs traditionnels, vous avez les prescripteurs autorisés qui ont le droit de vous prescrire un certain nombre de médicaments dans lesquels vous n'avez pas tout payé, si je puis dire. Vous avez les patients avec le tiers payant. Vous avez des organismes de couverture maladie, la caisse primaire d'assurance maladie, les mutuelles, les compagnies d'assurance. Vous avez des fabricants qui fabriquent des médicaments, les big pharma, qui fabriquent des matériels. Vous avez des analystes qui font des analyses de sang, etc. Donc tout ce beau monde est régi par l'administration de la santé, avec un législateur qui fait les lois, avec, comme je disais, de nombreuses réglementations. Alors, les caractéristiques de ce secteur: forte culture papier analogique, mauvaise circulation de l'information entre les silos, professionnel peu internet-minded. Le mandarin de l'hôpital où j'étais haït l'Internet, parce qu'en fait, ils se sentent dépossédés parce que vous, quand vous avez un petit problème, vous allez sur Doctissimo et autres pour essayer de résoudre vos problèmes sans passer par eux. Donc ça leur pose des problèmes. Ensuite, ils utilisent des logiciels traditionnels sous Windows avec interface spécifique. Donc il faut apprendre l'interface, ce n'est pas sous un browser. Et ils font très peu de veille technologique. J'étais fait une conférence là-dessus, avec les mêmes slides d'ailleurs, à des mandarins à l'école de médecine de Paris. Les mecs, ils sont out. Ils sont vraiment out. Alors ce secteur va devoir faire face à deux problèmes. Le premier problème que je n'ai pas cité, en 2015, vous aurez 10 à 15 millions de Français qui ont des maladies longues, des maladies, je ne sais plus comment ça s'appelle, Alzheimer, etc. Le problème, c'est que c'est mal organisé et que vous avez des déserts médicaux. Moi, j'habite dans les campagnes yvelinoises, dans les Yvelines. Dans 5 ans, il n'y a plus de toubib. La question, qu'est-ce qu'on fait ? La deuxième chose, c'est ça, c'est le tsunami de vieillissement de la population. Vers 2030, 40% de la population française aura plus de 65 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va coûter un fric fou pour la gérer de façon traditionnelle. Explosion des technologies de santé. Alors moi, j'ai repéré 3 vagues. Première vague, les sites d'information médicale, Doctissimo, etc. Il y en a beaucoup. Les applications de santé sur smartphone, il y en a beaucoup plus que les 30 000. Il y en a plus de 100 000 sur iPhone, en tout cas, sur l'App Store. 50% et plus des Américains en ont au moins une. Donc ils utilisent, si vous voulez, ces applicatifs pour faire ce que Antoine vous a montré tout à l'heure, ou pour avoir de l'information. Vous avez maintenant des réseaux sociaux de patients. Le plus important, c'est un réseau social américain qui s'appelle Patients Like Me, mais vous en avez aussi en France. Vous avez Entre Patients, Carinity, moi je suis dans ces réseaux-là, mais ils ne sont pas encore très développés pour ceux qui sont handicapés. Et donc la deuxième, et face à cela, les sachants, ceux qui ont fait 10 ans d'études dans les facultés médicales, ils sont dépassés par la base. Et la base, c'est vous. C'est vous qui leur posez des problèmes.
au même titre que les touristes peuvent vous poser des problèmes dans vos métiers traditionnels. Vague 2, en gros, trois grandes catégories. Le 3D bioprinting. Alors, qu'est-ce que c'est que le 3D printing? Le 3D printing, ce sont des imprimantes qui, au lieu d'imprimer du papier et des caractères sur du papier, vont imprimer des objets. Donc vous pouvez imprimer ce que vous voulez, des petites statuettes, un truc de votre bagnole qui ne marche plus, etc. Ceci est extrêmement important parce qu'en fait, tout le système industriel va avoir un certain nombre de problèmes parce qu'on a piraté, entre guillemets, de la musique avec Napster et autres il y a quelques années. Maintenant, on va pirater des objets. Et le piratage des objets va se faire soit avec Sculpteo et autres, soit vous trouvez des fichiers 3D qui existent sur Internet, et donc vous l'imprimerez chez vous, à côté de chez vous, dans un nouvel artisan qui va se créer avec ces outils. Soit vous allez pirater le verre fait par M. Stark, et puis vous allez le recopier et vous allez le fabriquer. En plus arrivent les caméras 3D. Les prochains iPhones ou smartphones auront des systèmes pour prendre un objet en 3D. Et donc, ça sera extrêmement facile à copier. Alors là-dessus, je pourrais vous en raconter. Oui, il me reste que 3 minutes, punaise. Alors, le 3D bioprinting, c'est la manière de fabriquer des organes humains. Les senseurs divers, vous en avez eu des exemples, je vais vous en donner d'autres. Et on va assister à une démocratisation des instruments personnels d'analyse. Fabriquer de la peau humaine, des organes humains, des muscles, des organes in situ à l'intérieur de votre corps, et pour pallier naturellement au manque de donneurs. Voilà ici une imprimante 3D bio, c'est une imprimante australienne qui est utilisée à San Diego par une boîte qui s'appelle Organovo et qui est en train de fabriquer un cœur, 3 têtes d'impression, du collagène, des protéines et puis je ne sais plus quoi, et ils vous fabriquent un cœur et on vous le met. Donc les êtres humains vont pouvoir se réparer par organe. Vous avez votre pancréas qui ne marche plus, on va vous le remplacer, etc. Les senseurs, vous avez là, c'est une boîte française mais qui s'est fait racheter par un grand groupe français. Senseurs que vous allez avoir chez vous et qui vont ausculter en temps réel, sans que vous ayez rien à faire, vos signaux de santé, même si vous vous pensez en bonne santé. Toutes ces données vont partir dans des clouds. Au bout de ces clouds, vous aurez des systèmes d'intelligence artificielle comme le Watson d'IBM et qui vont vous envoyer de temps en temps un petit mail en disant évitez trop de sucre aujourd'hui parce que votre taux de glycémie, etc. Voilà, ici, ça c'est des Norvégiens qui ont fait en fait un laboratoire d'analyse de sang à domicile. Vous avez le petit bidule bleu, là, c'est pour vous piquer, vous mettez votre sang là-dedans, il y a une centrifugeuse, et il vous sort sur un site web votre analyse de sang. L'impact de la vague 2, le corps, les ébis, les senseurs vont devenir une nouvelle interface. Auscultation non intrusive en temps réel de tous les signaux de santé, même si vous êtes en bonne santé, mise en cloud des données avec le big data, interprétation par des systèmes d'intelligence artificielle où le Watson d'IBM travaille déjà avec des médecins aux États-Unis, et certains spécialistes pensent que dans 10-15 ans, on aura beaucoup moins de besoin de médecins, ce qui tombe bien puisqu'on va avoir des déserts médicaux. Vague 3, et je terminerai là-dessus. Alors là, ça va très loin. Là, c'est le séquencement du génome humain, de votre ADN, qui fait 3,2 milliards de lettres. Le coût, aujourd'hui, c'est encore $1000 environ. C'est très facile à faire. Vous allez, par exemple, sur 23andMe aux États-Unis, filiale de Google. On se demande bien ce que Google va faire là-dedans. Il vous envoie un petit machin. Vous payez aujourd'hui, ça coûte moins de $100, mais ce n'est pas le séquencement complet. Vous crachez dans le petit machin, vous rappelez DHL, il vous reprend le bidule, il le renvoie à Los Angeles, ça fait une analyse. Un mois plus tard, vous recevez un mail sécurisé en disant voilà, du côté de votre maman, vous venez plutôt de Moravie, du côté de votre papa, vous venez plutôt d'Algérie ou je ne sais quoi. Et donc, il vous remonte en fait toute la chaîne. Il y a peut-être eu 6 à 7 000 générations d'êtres humains depuis qu'on est sorti de l'Afrique de l'Est, on n'était pas plus de 10 000 à l'époque. Donc il vous reconfigure tout ça. Deuxièmement, il va comparer votre structure de génome avec des gens comparables à vous et qui ont des maladies. Et donc ils vont pouvoir prévoir si vous aussi vous allez avoir les mêmes maladies. Donc Google qui arrive, le séquencement est interdit en France. Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous lire, mais l'élite française trouve que vous n'êtes pas majeur. Donc, si vous prenez vous-même la décision de faire votre analyse génétique, vous pouvez le faire très très facilement. Ça coûtera moins de $100 en 2015. Eh bien, vous êtes passible d'une amende de 15 000 € et d'un an de prison. Nous sommes dans une économie de type KGB, avec le principe de précaution. Notre belle élite, les énarques et tout le Bataclan, ont mis sur pied le principe de précaution. Nous sommes le seul peuple au monde à avoir inscrit ce principe dans notre Constitution.
Alors ça aussi, c'est encore tout à fait impressionnant. Vous savez que l'informatique est née dans les garages en Silicon Valley. Hein, des mecs qui bricolaient avec des fers à souder. Et bien maintenant, dans les garages, on ne trouve plus d'informatique, on trouve et je vais terminer, on trouve des gens qui fabriquent de la matière vivante dans leur coin. Donc vous en avez un à Paris qui s'appelle la paillasse. La paillasse va se répandre en France en franchise, etc. Et vous avez ensuite tout ce qui se tourne autour des cellules souches qui permettent de programmer différents types de cellules. Alors, médecine réparatrice, médecine préventive, et probablement vers un Homo sapiens 2.0, parce qu'il n'y a pas que les offices de tourisme qui vont se mettre au 2.0, il y a aussi les êtres humains. Une augmentation, alors ça va vous paraître bizarre, dans les civilisations judéo-chrétiennes, ça paraît toujours bizarre, une augmentation sensible de l'espérance de vie. Le gars qui a créé Doctissimo s'appelle le docteur Laurent Alexandre. C'est un type vachement bien. Il a fait l'ENA, donc il est vachement bien. Mais il a aussi fait, il est chirurgien urologue à Paris, je crois. Il a revendu Doctissimo au jeune Lagardère qui a payé un free-fou. Et il a ouvert avec ça, en Belgique, on se demande bien pourquoi, un site pour faire du séquencement génomique. Et ce monsieur, qui est beaucoup plus calé que moi dans tous ces domaines, me dit: mon petit-fils, Arthur, 6 ans, grand spécialiste de l'iPad, a une espérance de vie au minimum de 500 ans, voire 1000 ans. Alors, est-ce qu'on va aller ensuite, avec tout ce que je vous ai expliqué, vers le transhumanisme? Est-ce que Homo sapiens traditionnel a fait son temps? Est-ce que le futur a besoin de nous? Célèbre article de Bill Joy dans Wired que j'ai mis là. Ces slides, vous les trouvez sur SlideShare, hein, ils sont disponibles pour tout le monde. Alors, en France, on a très peu de start-up e-santé. On a très très peu. Par contre, aux États-Unis, la e-santé, c'est le nouvel Eldorado de l'Internet. Donc, depuis 3 ans, environ 800 à 1000 start-up se sont créées et les capitaux risques américains mettent plus d'1 milliard de dollars par an pour financer ces start-up. Alors, il y en a dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Alors, je pense que la santé française va se faire, mais pas par les mandarins et pas par le haut, mais par les start-up. Je vous souhaite bonne chance. En attendant la 2.0, évitez de tomber malade, on ne sait jamais. Je pense que dans 10 à 15 ans, on va réparer tous les handicapés. Et je vous fiche mon billet que ça sera nettement mieux que le biologique traditionnel. Mais je vous suggère d'attendre avant de vous faire amputer d'une jambe. Bon, là, c'est moi. Merci.